Alors, après ce premier temps, cette ouverture et cette introduction, on va maintenant écouter 4 membres du groupe de travail politique curriculaire qui vont nous proposer des regards croisés sur la dynamique qui a été engagée depuis environ décembre de l'année dernière. Et pour apporter ce regard, ils vont vraiment, enfin, en apportant ce regard, ils vont nous témoigner un petit peu de la diversité du groupe de travail, au regard bien sûr de leur expertise respective et leur parcours qui sont, vous verrez, variés. Alors, on commence avec Faouzia Kalali. Alors, on m'entend bien? Très bien, Faouzia. Ok, alors merci Sarah. Donc d'abord, je tiens à mon tour de remercier Jean-Pierre et Régis de la qualité, l'intensité des échanges que nous avons vécus au cours de nos travaux dans ce groupe 5. Je signale que de mon propre chef, j'ai souhaité rejoindre les travaux de ce groupe suite à la présentation de la journée à la BNF. Et parce que la question de la politique des savoirs, politique curriculaire m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai la charge de parler un petit peu de la place des disciplines dans le curriculum telle qu'elle est ressortie des échanges, comme tu viens de le dire, Sarah, très intenses au cours de, je pense, on a eu 6 réunions de focus group avec divers intervenants. Alors, je remercie mes collègues parce qu'ils ont dressé un état des lieux dans leur introduction qui montre quand même un contexte assez complet de ce qui touche l'éducation aujourd'hui. Et donc, moi, je voudrais juste, pour situer mon propos, ajouter quelque chose par rapport donc, au bouleversement des réalités socio-contemporaines. C'est le fait qu'il y a de nombreuses crises écologiques, sociales, économiques, politiques, mais aussi épistémologiques, qui vont avoir donc une marque certaine. Et je me réfère, parce que les auteurs n'ont pas été cités, mais on n'est pas là pour faire donc une revue exhaustive, les propos de Boltanski et Chiapello dans leur ouvrage Esprit du capitalisme, parce que ça va me permettre tout à l'heure d'introduire mon propos, à propos du libéralisme. Alors, il nous signifie que les hommes peuvent déployer librement leur intérêt particulier, légitimés dans le monde marchand et ne coordonnant leur action que sur des objets temporaires. Et nous verrons que cette norme de compétence, comment elle va opérer par cette incitation à l'autonomisation, ça a été dit tout à l'heure, à cette volonté d'empowerment des individus, et aussi leurs effets pervers qui sont ressortis par exemple à travers les expériences internationales. Les auteurs nous disent aussi que le collectif perd de sa consistance et que l'intérêt général perd de sa puissance de mobilisation. Et ce sont des propos qui ont eu un écho important dans les échanges que nous avons eus. Et donc de là, si on veut revenir sur les politiques éducatives, on va voir qu'elles déchantent de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elles opèrent dans un univers où il n'y a plus de certitude. Et ça ouvre le champ donc à des décisions, des actions qu'il convient d'analyser. Et c'est donc, comme l'a souligné Patrick ce matin, c'est donc la visée du Sécur et de ces groupes-là. Donc nous, comme ça a été dit ce matin, on a travaillé sous forme de focus group. Je voudrais juste signaler que nous avons cette démarche citoyenne, elle est aussi une démarche de coproblématisation. Et c'est pour ça que moi, dans les propos que je vais relater, c'est pas une présentation académique de la discipline et sa place dans les curricula, mais plutôt une coproblématisation, une réflexion commune
autour de certaines questions dont on s'est emparé durant ces moments de rencontre et ces moments de travail. Et en même temps, je vais rendre compte donc d'une traduction sociale qui relate de certaines mises en contexte. Alors, pour parler des disciplines, quand même, c'était la commande qui m'a été faite, je vais partir de deux questions cruciales qui nous ont accompagnés dans ce travail. D'abord, la question « Qu'est-ce qui mérite appris à l'école à toute une génération de filles et de garçons et qui permet de faire société ?» Et la question subsidiaire, la question qui renvoie aussi directement, c'est qui est légitime pour décider de ces choix. Donc, on le voit bien, on est bien dans le cadre du travail du groupe 5, ce sont des questions hautement politiques, car on est sur la question praxéologique des finalités, des valeurs, mais aussi celle des choix de la société que l'on veut. Alors, des travaux que nous avons eus au sein des groupes, je vais organiser ce qui en est sorti autour de 3 points. D'abord, la question de la forme scolaire, qui est soumise à cette incitation de l'autonomisation et la volonté de liberté. Alors, qu'est-ce qui est sorti à travers ces questions durant le travail que nous avons eu avec les acteurs? Et vous allez voir que les propos ou certains points soulignés par mes collègues, par exemple l'idée de parcours comme un interstice, ou l'hybridation, la confusion, l'utopie des savoirs, ils vont trouver sens ici parce que on va les caractériser et les propos qui sont ressortis donc, du travail des groupes vont leur donner corps. Nous avons donc au cours de nos travaux avec les intervenants souligné encore une fois la tension entre les disciplines instituées et des formes indisciplinaires. Donc, ces parcours dont nous avons beaucoup parlé, des parcours proposés et qui prennent en charge des valeurs et des savoirs, mais qui se trouvent cantonnés et marginalisés. Pourquoi? Parce que les disciplines restent ancrées dans une logique fondée sur les savoirs et ils opèrent avec des savoirs qui sont souvent apodictiques, c'est-à-dire des textes de savoir, des savoirs propositionnels, sans trop de contextualisation, alors que ces parcours vont donner la part large au vécu, au quotidien. Et Patrick, ce matin, en début de journée, l'a dit, il y a eu beaucoup de mouvements de réforme de contenu d'enseignement. Moi, je vais situer la disciplinarisation qui pose problème aujourd'hui très fortement aux années 70 parce qu'il y avait des grands mouvements de réforme des contenus et ça coïncide avec l'émergence des didactiques. Et donc, on voit cette logique de transposition didactique, c'est-à-dire des savoirs, d'alignement des savoirs scolaires sur des savoirs de référence, donc des disciplines académiques. Et cette disciplinarisation donc, qui est héritée depuis ces réformes va continuer avec néanmoins quelques efforts de dédisciplinarisation sous forme de ces éducations A, sous forme de ces parcours. Mais on va voir que la sauce ne prend pas toujours entre les deux logiques. Il faut signaler ici quand même la fonction sociale de ces disciplines. Il y a, et c'est ressorti dans les propos, il y a quand même la fonction d'évaluation qui incombe donc à l'enseignant, qui est certifiante et qui permet le passage d'une classe ou d'un niveau à l'autre. Et si donc on revient sur ces parcours, on va noter, et ça on le déplore, ils ne sont pas pérennes. Ils apparaissent, disparaissent au gré des réformes. Pour ne parler que de ce qui existe aujourd'hui, et ça a cité tout à l'heure, la santé, les citoyens, parcours à venir, éducatif, culturel, pour lesquels ils sont coordonnés par l'inspection, par des chefs d'établissement. Et donc là encore, nous avons trouvé qu'il y avait un partage des rôles qui ne permet pas la coopération, la collaboration entre les différents acteurs et surtout avec les enseignants.
Par exemple, les éducations A dans ces parcours sont reléguées au CPE, qui ignore ce qui s'y passe dans les classes, dans les disciplines de SVT, essentiellement intéressées par la question, mais aussi la géographie. On peut donc légitimement questionner cette non-pérennisation, alors qu'il y a au contraire une nécessité de systématisation de ces créneaux qui sont dédiés à la santé, à la culture, au développement durable, dans la formation des élèves. Quand on questionne les disciplines, il y a derrière aussi les formes de formation des enseignants et leur mode de recrutement. Ça a été dit ça a été soulevé par Régis et aussi et surtout par Jean-Pierre. La formation, malgré les évolutions actuelles des programmes scolaires. Moi, je connais beaucoup les programmes de SVT puisque je participe à la formation des futurs enseignants et les programmes, ils sont très, très ambitieux. Ils intègrent de plus en plus des questions complexes avec comment dire, avec des dimensions éthiques et politiques. Mais la formation des enseignants, elle reste très, très théorique, non conçue sur le mode coopératif et avec un grand niveau d'exigence académique, théorique, et sans introduire ne serait-ce que des éléments d'accompagnement à ces nouveaux aspects, l'éthique, la prise en compte du politique, qui, de ce fait, élargissent les spécialités des enseignants, qui ne sont plus, comme l'attestent les analyses en didactique et en pédagogie, des spécialistes d'une discipline donnée, la spécialité s'élargit de par l'introduction de ces considérations. Et je vais juste relater une petite anecdote. À chaque fois qu'il y a qu'il y a une affectation, nos étudiants fraîchement affectés nous disent, nous relatent quand même le grand écart entre la nature de la formation théorique qu'ils ont eue à l'université, parce que là, je parle quand même du second degré, et la réalité du terrain, c'est-à-dire ils se trouvent des fois vis-à-vis d'un public où les éléments de base de la compréhension de la langue française ne sont pas là. Donc, un décalage entre la formation et professionnelle, du coup, et les réalités du terrain. D'où des problèmes de recrutement dont on a parlé ce matin et qu'on vit actuellement, parce qu'on voit quand même que la formation, cette formation qui est très exigeante, ne prépare pas quand même aux réalités du terrain. Mais au cours de nos travaux du groupe, on a regardé aussi, ou on a repéré aussi un autre aspect dans la formation, c'est que c'est une volonté ministérielle. La formation des cadres, c'est-à-dire par exemple les chefs d'établissement, et celle des enseignants, est complètement séparée. Il n'y a pas de passerelle, ce qui favorise en fait ce partage des rôles dont j'ai parlé tout à l'heure. À l'enseignant incombe donc la fonction d'instruction, de pédagogie, car il y a donc l'évaluation, et ça relève donc de l'identité de l'enseignant qui se trouve et qui se reconnaît comme spécialiste de sa discipline. Et puis à côté, il y a le CPE, le chef d'établissement, qui, parce qu'il y a ces crises dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et on a besoin de tout le monde pour la formation des élèves, se trouvent eux aussi dans une mission un petit peu évoluée et ouverte sur ces réalités, mais on ne leur donne pas comment dire, la possibilité pleine d'intervenir de façon pédagogique auprès des élèves. Donc ça reste quand même cantonné à une sorte d'accompagnement de gestion. Et ça a été dit aussi ce matin, et donc vous voyez que les travaux n'ont fait que renforcer certains traits pour leur donner un peu d'épaisseur, c'est que l'organisation elle-même de l'école, le temps, l'espace dédié à chacune des disciplines favorise cette séparation. Et on a soulevé dans les travaux du groupe des alternatives, comme par exemple l'école dehors.
Le deuxième point maintenant, donc j'ai parlé là de la forme scolaire qui se trouve aux prises avec donc ces incitations à la formation du citoyen, à comment dire, à l'autonomisation des individus et qui permet une entrée donc de parcours innovant, intéressant, mais sans aucune communication, sans un échange avec les disciplines qui restent donc dans leur fief disciplinaire avec une logique de transposition didactique. Je vais arriver à un deuxième point, c'est quelque chose qu'on a travaillé durant le groupe, une vision, c'est-à-dire que là, le premier point, c'est une sorte de, voilà ce qu'il en sort de l'état de l'école, enfin du vécu. Maintenant, sachant ça, j'arrive à une vision idéalisée d'un curriculum qui va favoriser l'éducation de l'humanité, c'est-à-dire que peut-on faire? Et nous avons parlé donc d'un curriculum rêvé, qui serait donc un curriculum intégré. Alors, il faut souligner que pour qu'il y ait une cohérence, et ça a été dit, une cohérence du curriculum, ça viendrait de la nécessité d'un questionnement démocratique des finalités. C'est-à-dire qu'un curriculum doit laisser la place à divers types de savoirs, jugés nécessaires à l'élève pour entrer dans la culture. Donc, on a questionné la politique curriculaire, pas seulement en termes de programmation, mais aussi en termes d'élucidation des priorités, de ses finalités, pour s'assurer que la politique des savoirs va fixer des objectifs à partir des individus et non des logiques disciplinaires. Alors, une fois nous avons établi ça, comment ça va se traduire? Donc, d'abord, se placer du côté de l'élève, c'est exigeant. Alors, comment le faire? Donc, produire des formes d'apprendre, des curriculums qui soient centrés sur eux, afin de faire évoluer l'école vers un vivre ensemble, où coopération, solidarité, empathie soient des valeurs communes. Et on en a parlé encore ce matin. Il y a aussi l'anticipation, la prospective qui doit relever de l'expertise de tout le monde si on veut vivre dans un contexte de crise. Et attention, quand on parle de citoyenneté, elle est complètement transformatrice, parce qu'il faudrait doter l'élève de la capacité d'anticipation pour pouvoir agir et penser. C'est inscrit dans les programmes et ça concerne même les disciplines. Hein. Les disciplines, il faut que les élèves arrivent à faire des choix raisonnés, à des prises de décision individuelles, mais aussi collectives. Donc, ça suppose une relation pédagogique et didactique qui le permet. Donc, des enseignants suffisamment bien informés et qui intègrent donc ces enjeux et acceptent cette transformation des élèves pour que leur pratique soit transformée à leur tour. Donc, des enseignants qui soient proactifs et critiques pour pouvoir mettre en place des dispositifs innovants qui vont questionner nos rapports à l'espace, autant qui sont donc un rapport propre à l'école. Alors, je vais donc caractériser mon propos par l'exemple d'un parcours que nous avons profondément étudié, c'est le parcours santé. Alors, de ce parcours santé, si on veut raisonner en termes d'un curriculum intégré. Alors, tout d'abord, il faut, en amont, réfléchir en termes d'interdisciplinarité, c'est-à-dire fixer ou cibler un certain nombre de disciplines qui seraient intéressées. On a identifié les UET, on a identifié le PS, on a identifié les sciences économiques et sociales, par exemple, il y aura des questions de sécurité sociale. Et à côté de ce corps disciplinaire, il faut aussi intégrer des professionnels de santé. Pourquoi? Pour que l'acculturation entre le monde de la santé et le monde éducatif s'opère. C'est-à-dire élargir la référence à des pratiques sociales et pas uniquement à des savoirs savants. Et pourquoi pas ajouter aussi à cette consultation des agences de santé pour les apports qu'ils peuvent avoir en termes d'enjeux de santé publique et puis d'expertise. Et donc, si on opère ces collaborations en amont, on va s'acheminer vers un curriculum co-construit, mais sans oublier les apprenants eux-mêmes. Et Jean-Pierre, on en a parlé ce matin, tout à l'heure, par exemple, une consultation via les conseils académiques de vie lycéenne,
de vie de collège, les élèves élus, et avoir donc confiance dans les jeunes et les responsabiliser. Pardon. Donc, faire entrer en sorte des disciplines de vie à côté des disciplines scolaires. Il ne s'agit nullement de remplacer ces dernières, mais de renouer avec un imaginaire et donc un curriculum rêvé qui serait une forme possible et qui ferait donc tampon, ou qui serait donc en contrepartie de ce curriculum prescrit. Et puis, on est dans la politique des savoirs. Nous avons vécu aussi, ça va être dit plus tôt cet après-midi, une politisation des savoirs qui a émané de façon profonde à travers les expériences internationales, où on a vu le poids de la standardisation par les évaluations internationales, les benchmarks, mais aussi des revendications communautaires par rapport donc à la valorisation de certains savoirs locaux. C'est-à-dire sur le choix des œuvres, par exemple aux États-Unis, dans l'école des Nations Unies, où quand même la visée élitiste, elle domine, former les futurs décideurs, et où les savoirs, ils sont surtout des savoirs où les réalités locales n'ont pas leur place. Et donc, la question était posée en termes quelles œuvres choisir, quel temps donner à ces œuvres, et puis quelle forme d'appropriation culturelle. Et donc, on voit bien que les savoirs sont loin d'être neutres. Hein. Donc, on est dans le groupe de politisation des savoirs, de politique des savoirs. Et donc, il faut ici ne pas tomber dans les dérives. Et ça a été dit ce matin, je pense que c'est Jean-Pierre qui a cité Condorcet. Pour éviter ces dérives, il faudrait revenir à la valeur émancipatrice des savoirs, cette valeur chère à Condorcet où l'individu ayant une connaissance approfondie des institutions, c'est-à-dire politique et scientifique, a un savoir qui lui permet d'entrer dans les débats et aussi de se constituer donc une opinion raisonnée et pas seulement un sens commun. Comme je sais que mes camarades, mes collègues vont parler des autres aspects, j'arrive donc à la conclusion de ma présentation. Donc, on est parti de deux questions hautement politiques. Politique parce que ça touche les enjeux, ça touche les finalités. On a donc décrété, on a souhaité fortement que ça soit le fait des citoyens. Les savoirs, on a surtout mis en valeur des savoirs de culture au sens de Morin, c'est-à-dire relier les connaissances. Et puis des savoirs de société, la sexualité, le racisme, ces revendications communautaires pour faciliter ce vivre ensemble. Et donc nous sommes sortis, ça a été dit ce matin, certains résultats, moi je vais plutôt les caractériser ici. Nous sommes sortis avec donc des idées pour avoir un curriculum intégré, où le mot clé, ou le terme clé, c'est coopération pour faire culture commune. Alors, on a soulevé ou on a listé un certain nombre de leviers. Je vais vous les citer. D'abord, un lien entre les disciplines, géographie, SVT, EPS, sciences économiques et sociales, et aussi un lien avec les disciplines, pas uniquement entre les disciplines, mais avec les disciplines et d'autres parcours. Deuxième lien, c'est un lien interdegré, école, collège, lycée. On sait bien que certains niveaux, certaines classes, la sixième, la seconde par exemple, ils sont vécus de façon brutale par les élèves parce qu'il y a une coupure dans la logique du fonctionnement de la classe et les exigences en termes cognitifs qui font que les élèves se sentent perdus. On a aussi listé un lien entre établissement d'enseignement général et établissement d'enseignement professionnel. On a aussi listé un lien entre les professeurs et les êtres partenaires. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas que la communauté éducative reste un mot vain, mais plutôt une forte collaboration, coopération avec les CPE, mais aussi avec des partenaires extérieurs, des professionnels de la santé, de l'environnement. Alors, je veux dire ici quelque chose d'important. Ces liens,
ils ne doivent pas être pérennes, mais contingents à un contexte, c'est-à-dire on a choisi un enjeu qui va ouvrir sur une problématisation commune, une prise en charge d'un enjeu, et on se réunit le temps de travailler cet enjeu, le temps d'explorer les possibles en ce qui le concerne. On a aussi soulevé le levier des formations interétablissements, interréseaux. Donc, partir au plus près des besoins locaux et éviter le top-down. Et on a dit qu'il faut donc un espace interdisciplinaire, mais aussi intercurriculaire, pour travailler ensemble autour des enjeux de santé, de développement durable. Et donc, le parcours santé tel que nous avons esquissé une approche interdegré montre donc l'importance de cette approche-là. Et pour finir, on a aussi listé la collaboration entre ministères. Moi, je me rappelle que dans les années 2004, j'ai été chargée de mission égalité des chances filles-garçons. Et à l'époque, la volonté nationale ministérielle était importante dans le travail en coordination avec le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires sociales, je pense, ou de l'Intérieur. Et donc là, faire coopérer des ministères, par exemple l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture, de la transition écologique, du travail, serait aussi un gage d'avoir cette vision globale qui nous manque et qui permet donc de proposer un modèle viable, un modèle durable pour une école inclusive, une école qui prépare ces citoyens ou les futurs citoyens à trouver toute leur place dans notre société. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas empiéter sur le temps de mes camarades et s'il y a des questions ou s'il y a des demandes d'éclaircissement, je le donnerai volontiers au moment des échanges.